On a tous connu les imprévus en cours de sprint. Ça vous pourrit le sprint, ça démotive tout le monde et puis voilà quoi. Et c'est justement une des questions de la communauté. Comment l'équipe Scrum doit gérer les incidents dans le sprint? Comment est-ce qu'on gère un projet en agile en sachant que il va y avoir des tas d'incidents qui vont tomber et qui vont nous perturber. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. Et effectivement, moi, Jean-Pierre Lambert, comme Constantin Gay, on a accompagné pas mal d'équipes et c'est le quotidien de toutes les équipes, de tous les projets, devrais-je dire. D'avoir des imprévus qui tombent et donc il faut bien les gérer, il faut bien faire en sorte qu'il y ait une cohérence, qu'on trouve des solutions et qu'on avance et que ça ne démotive pas l'équipe, tout en atteignant les objectifs de l'entreprise. Si vous-même vous avez un peu d'expérience, que ça soit en gestion de projet agile ou en gestion de projet traditionnel, en tout cas Scrum Life c'est aussi avant tout une communauté qui grandit en permanence. Beaucoup de personnes se sont abonnées ces derniers jours. Si c'est votre cas, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous justement, rejoignez-nous. Nous allons voir ça en deux étapes. Nous allons voir comment gérer le problème quand il arrive, sur le quotidien, mais aussi très important, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour que ça arrive moins souvent. Vous savez, le côté amélioration continue. Avant de voir comment est-ce qu'on gère le problème quand il arrive au quotidien, on va déjà se demander comment est-ce qu'on peut prévenir. Vous connaissez le truc, mieux vaut prévenir que guérir. Alors avant tout, il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle bien là, pour une équipe Scrum, d'ajout de tâches qui ne sont pas liées à l'objectif du sprint. Donc là, on parle d'autre chose, de tâches qui n'aident pas à l'objectif, voire qui vont le mettre en péril. Notre conseil pour ça, c'est que l'équipe, mais aussi toutes les strates au-dessus de l'équipe, se rendent compte qu'il y a un problème en fait. Le premier problème, c'est que souvent l'équipe va être frustrée. Quand on n'atteint pas son sprint, on a l'impression de ne pas avoir atteint son but, d'avoir raté. Parfois, on a du mal justement à expliquer d'où ça vient, à expliquer quel est le problème, pourquoi est-ce qu'on a raté. On va souvent utiliser la rétrospective pour essayer de se demander pourquoi. Et souvent, la raison, ça va être justement toutes ces petites tâches perturbatrices. Donc la première étape, c'est de le voir, mais ensuite, il faut voir quel a été l'impact réel. Et de dire simplement qu'on a été dérangé par certaines tâches, dans certains endroits, ça peut paraître comme on essaye de se dédouaner ou de trouver une raison facile. Donc, factualiser, formaliser, visualiser l'impact afin de pouvoir sensibiliser le reste de l'entreprise, de montrer que ça gêne, que ça fait mal et que ça a des conséquences pour l'équipe mais aussi pour le reste de l'entreprise, ainsi que les performances du produit. Par exemple, si vous utilisez un outil pour gérer vos tâches, gérer votre backlog, ça peut être votre ami pour ça. Vous pourriez très bien formaliser l'impact qu'a eu ces tâches au jour le jour dans cet outil. Il m'est arrivé avec une équipe qui utilisait Jira de justement l'utiliser. Il y a les liens classiques vendus avec, comme bloquer, dupliquer, cloner. L'avantage, c'est que ça s'affiche dans les deux sens, c'est-à-dire que la tâche qui subit quelque chose, qui subit le blocage par exemple, va afficher quel est son bloqueur et le bloqueur va afficher quelle est la tâche qu'elle bloque. Et donc j'ai eu l'occasion de créer un nouveau lien qui s'appelait retard ou est retardé par. Et donc quand un développeur est interrompu par une correction, un incident urgent, il va créer une tâche si elle n'est pas faite et la lier à la tâche sur laquelle par exemple il s'est arrêté ou qu'il ne va pas commencer à cause de ça. Donc pour le développeur, c'est pas un gros travail, c'est juste une information, on met son ticket en pause en gros parce que je suis impacté par celui-ci. Mais là où c'est puissant, c'est que ça va nous permettre de visualiser, de faire un petit rapport de ça. On va pouvoir mettre en lumière les tâches qui ont été le plus impactées par les incidents par exemple, mais aussi quels sont le type d'incidents qui ont le plus d'impact. Ce type de rapport va être un support déjà pour que l'équipe se rende compte de ce qui se passe, mais aussi pour pouvoir responsabiliser les gens qui vous rapportent ces incidents et de voir l'impact que ça a. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sur le moment, quand on a un incident ? On dit souvent qu'un des travaux du Scrum Master, c'est de protéger l'équipe des interférences, de ce qui la rendrait inefficace. Mais bon, vous connaissez la réalité du terrain. Le besoin à court terme de l'entreprise va souvent primer sur le respect de Scrum ou de ce que ça peut apporter à long terme. Et donc, comment on fait ? J'ai pu voir deux grandes approches. Certaines équipes vont garder de la capacité pour la prod, c'est-à-dire, quelle que soit votre unité de calcul, vous allez garder du temps, un nombre de points, quelque chose comme ça, pour justement ces incidents. Donc ça veut dire qu'on ne remplit pas le sprint complètement. Oui, on ne remplit pas le sprint complètement. On va garder de la bande passante. Certaines autres équipes font aussi un dérivé de ça, en assignant une personne de l'équipe qui va être justement responsable de gérer ces incidents. C'est pas un peu embêtant comme rôle ? Oui, alors c'est pas forcément le plus fun. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt préconiser que ce soit une personne qui change, que par exemple toutes les semaines ce soit une personne différente. Mais moi, mon approche préférée, c'est plutôt autre chose. Je préconise plutôt de remplir le sprint normalement,
comme s'il n'y aurait aucun incident. Oui, mais il va y en avoir puisqu'on n'a pas encore travaillé sur le fond du problème. Oui, et quand ça arrive, et bien justement, on doit se réunir, discuter pour prendre la décision qu'il faut. Est-ce qu'on remplace ou pas quelque chose du sprint pour travailler sur cet incident? On va décider d'enlever quelque chose, ça va avoir un impact visible et un coût en décalage de fonctionnalité par exemple. C'est très important de le voir et que l'équipe puisse prendre cette décision, participer à cette décision pour aussi pouvoir l'expliquer pendant la sprint review par exemple. Bref, l'important c'est que ce soit visible, que ces tâches ne soient pas rentrées par défaut. Ce qui peut arriver quand justement on réserve de la capacité. Imaginez que vous ayez réservé 20% de votre capacité de sprint pour les incidents. Quand un incident arrive, vous aurez plus tendance à le prendre puisque de toute façon vous avez du temps réservé pour ça. Alors que vraiment de dire non mais je vais enlever ça, ça fait mal d'enlever une fonctionnalité, de potentiellement mettre à mal notre objectif du sprint pour pouvoir mettre autre chose à la place, c'est vraiment c'est important de le faire. Dans tous les cas, la vraie question, le vrai sujet, c'est comment on arbitre. Entre deux sujets, on fait lequel? Et quelle que soit la solution que vous mettrez en place, à la fin, ça va reposer là-dessus. Même dans le cas de figure, dont on n'est pas très fan chez Scrum Life, de réserver de la capacité de l'équipe dans le sprint pour gérer ses imprévus, déjà ça, c'est un arbitrage. On a arbitré que ces sujets-là, ils devaient passer, qu'on devait réserver 20% du temps pour qu'ils puissent passer. A l'inverse, si vous n'êtes pas en Scrum mais que vous êtes en Kanban, voilà, vous avez juste les sujets qui viennent au fil de l'eau, là aussi, vous êtes en plein dans de l'arbitrage, c'est même de l'arbitrage en continu. À chaque sujet qu'on prend, est-ce qu'il est plus important que les autres? Quel est le plus prioritaire? Ouais, on rappelle que Kanban, ça veut pas dire faire n'importe quoi, évidemment. Et c'est normal, parce que, quoi qu'il arrive, l'équipe, elle a toujours une bande passante qui est limitée, ou l'entreprise, elle a toujours un budget qui est limité. D'une manière générale, quand on fait quelque chose, alors on ne fait pas autre chose. C'est toujours de l'arbitrage, une chose plutôt qu'une autre. Justement, le rôle du Product Owner, c'est là aussi qu'il intervient, c'est là qu'il est clé. Dans le Scrum Guide, on nous dit clairement, si jamais il doit y avoir une personne qui fait l'arbitrage, justement, qui décide ce sujet-là passe avant l'autre, oui, il est là pour ça, le PO, il est là pour décider de ça. Et plus largement, c'est la pratique du product management. À nouveau, on a un effort qu'on peut investir qui est limité. On a plusieurs sujets sur lesquels on peut avancer, lequel on fait. Et donc, lequel on ne fait pas. Et donc, très souvent, le problème qui arrive dans les équipes, c'est qu'on n'est pas aligné entre l'équipe et le reste du monde, avec les parties prenantes, par exemple, avec les sponsors. Et comme on n'est pas aligné, du coup, l'arbitrage est difficile parce que quand on fait quelque chose, c'est pas ce qu'aimerait l'autre personne. Parfois même, cet arbitrage, il est juste pas respecté. Avec par exemple la partie prenante qui squeeze tout le monde, qui va voir directement le développeur qui lui dit vas-y fais ça, etc. Qui court-circuite tout, qui respecte pas les process, qui respecte pas l'équipe. Si vous êtes dans ce type de situation-là, un outil vraiment très puissant qui va vous aider, ça va être de mettre en place une échelle des différents niveaux de gravité, de priorité, des choses qui peuvent arriver, des incidents. Je me permets de vous présenter un exemple de ce qu'avait fait l'équipe jeunesse de France Télévisions, une équipe que j'ai côtoyée quand moi-même j'intervenais chez l'équipe Player. Au passage, un gros coucou à tous mes collègues de l'époque. Ils avaient intitulé ça « L'échelle, nos paniques ». Comme vous pouvez le voir, il y a cette idée-là. Il y a plusieurs niveaux de gravité. À chaque fois, il y a une description de ce niveau de gravité. On a des exemples pour factualiser, est-ce que c'est plutôt niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. Des exemples, ça aide à comprendre ça. Et on a déjà des actions par défaut. Qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est pas très grave, on se le note dans un coin et on verra si on le fait ou pas. Et puis progressivement, on rentre dans la logique du « ok, il faut qu'on le fasse dans le sprint courant », voire on arrête tout, on laisse tout tomber, c'est tellement urgent, il faut qu'on se mette dessus complètement. Alors je ne vous recommande pas de prendre exactement à la lettre l'échelle No Panic, qui justement était très contextuelle à l'environnement de cette équipe, mais reprenez ce concept d'avoir plusieurs niveaux de gravité, avec à chaque fois une définition, une description, et des exemples qui permettent à chaque fois de l'illustrer et de construire une compréhension commune, et aussi effectivement des idées de qu'est-ce qu'on fait derrière, c'est quoi les actions par défaut. Et cet outil-là, il va vraiment vous aider pour déjà construire un langage commun. Ah, c'est grave! Et comment ça, c'est grave? Ça veut dire quoi, c'est grave? C'est un petit peu grave? Ou c'est vraiment très grave? Donc voilà, ça va vraiment aider à se mettre au clair.
Qu'est-ce qu'on entend par là? Et donc en cascade, d'avoir une réponse mesurée. Des choses pas très graves, on peut peut-être les temporiser, etc. Des choses très très graves, ok, faut peut-être qu'on casse tout pour y aller tout de suite. Et si je pousse la réflexion encore plus loin, cet outil peut vous servir de table de négociation. Selon toi, c'est plutôt tel niveau. Selon nous, équipe, c'est plutôt tel niveau. Comment on fait le pont entre les deux? Et voilà, et on regarde la définition, on en échange, etc., etc. Pour finalement revenir toujours sur cette notion d'arbitrage. Car derrière, les actions nous disent bien aussi qu'est-ce qu'on fait si on considère que c'est ce niveau de gravité. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on laisse tout tourber, qu'on arrête tout ce qui est en cours pour travailler dessus? Clairement, si tout le monde dit oui, si tout le monde dit que c'est plus important que le sprint en cours, ok, c'est que c'est important. Mais sinon, ce type d'outil, voilà, il aide à remettre encore une fois sur un niveau commun, un langage commun, et à négocier ensemble. Si vous appréciez cette vidéo, si elle vous apporte des réponses qui vous aident, déjà mettez-nous un beau pouce vers le haut, et également partagez-la à d'autres personnes qui elles aussi y trouveraient de la valeur, et puis aussi, rejoignez la communauté, allez sur scrumlife.tv/communauté pour poser vos questions auxquelles on pourra répondre en vidéo. Et si les imprévus en cours de sprint, c'est vraiment quelque chose que vous rencontrez qui est prégnant, on vous invite à regarder cette précédente vidéo de Scrum Life, comment gérer les imprévus et quand même réussir le sprint. Je vous dis à très vite, vous êtes mes plus grands fans!